Cette conférence est la quatrième et dernière d'un cycle d'exposés intitulé 50 nuances de douleurs et troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, c'est l'occasion de remercier bien sûr le Collège Belgique qui a accepté avec enthousiasme ce cycle de conférences et de remercier aussi les collègues qui se sont prêtés au jeu et qui ont exposé chacun leur domaine de prédilection sur ce sujet, Laurence Ries, Nathalie Roussel, Frédéric Tellier. Merci à eux. Bien sûr, on va donc commencer par un rappel de ce cycle, de la thématique et des enjeux globaux en guise d'introduction. Et puis, on attaquera sur le sujet de notre exposé proprement dit, qui concerne finalement l'emploi des capteurs, donc d'une certaine manière de ce qu'on appellerait les nouvelles technologies, même si c'est des technologies qui sont plus si nouvelles que ça, dans la santé et en particulier dans les troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, voilà, je laisse donc la parole pour l'introduction. Merci Fabien. Bonsoir à tous les auditeurs. Notre thématique étant centrée sur les troubles neuromusculo-squelettiques, il s'avère quand même intéressant de faire une petite introduction. Alors, classiquement, je dirais dans la littérature, ce qu'on va retrouver comme type de nomenclature, ce n'est pas neuromusculo-squelettique, mais c'est bien ce qu'on appelle comme acronyme TMS, troubles musculo-squelettiques. Et cet acronyme donc, de troubles musculo-squelettiques correspond à quoi finalement? Toute dysfonction, comme son nom l'indique, des systèmes musculaires ou squelettiques. Alors, quand on dit musculaire, c'est le muscle et aussi également, je dirais, ces compartiments annexes, comme les aponevroses. Et squelettique, l'os en lui-même, mais aussi forcément les articulations qui sont autour, sont également concernés. Les tendons aussi peuvent être concernés puisque ce sont des annexes aussi aux muscles. Alors, concrètement, c'est quoi ces troubles musculo-squelettiques? Vous avez déjà entendu parler certainement de certaines pathologies, comme la lombalgie, le canal carpien, la cervicalgie, pour n'en citer que quelques-uns. Et ces différentes pathologies sont en fait des troubles que l'on peut classer dans les troubles musculo-squelettiques. Alors, ces troubles musculo-squelettiques sont évidemment fort importants parce que ça constitue un réel problème en fait, de santé publique, parce qu'ils sont dans les premières causes en fait, d'incapacité de travail. Et donc, ça a un certain coût et il est pour nous fort important de se pencher sur cette problématique. Alors, nous, au lieu de parler de troubles musculo-squelettiques, on va dire simplement comme TMS, on a rajouté en fait dans cet acronyme un N qui signifie neuro. Alors donc, ça donne trouble neuromusculo-squelettique, TNMS en fait. Et pour nous, ce N en plus est quelque chose d'important. J'ai presque envie de dire qu'on pourrait dire que ce soit un grand N qui s'intercale dans l'acronyme. Et ce grand N, pourquoi? Parce que pour nous, il n'y a pas de trouble musculo-squelettique s'il n'y a pas de plainte de douleur, d'abord, du sujet. Et donc, si on met en évidence que le système nerveux, aussi bien périphérique que central, puisque vous avez suivi un petit peu des cours précédents en lien avec ça sur la douleur, sont impliqués. Et comme c'est impliqué, pour nous, c'est indissociable. Et donc, évidemment, le N prend toute sa place dans troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, tout ce que vous allez entendre ce soir et tout ce qu'on va vous dire, on a fait toujours le choix d'une approche unifiée pour parler de ces troubles neuromusculo-squelettiques. Et en plus de ça, je vais dire, elle est unifiée et multidisciplinaire. Si tu veux passer la dia, Fabien. Alors, on reparlera de cette multidisciplinarité dans quelques instants, parce que je vous présenterai un petit peu le projet Nomade. Mais alors, quand je vous expliquais là tantôt, c'est important en termes de problématiques de santé. Alors ici, une petite dia qui vous présente un petit peu ce qu'on appelle la charge de morbidité. Donc, on retrouve ce qu'on appelle les DALY, que vous voyez ici. Donc, les DALY, c'est quoi? C'est les Disability Adjusted Life Years. Pour faire simple, on peut traduire ça par espérance de vie corrigée de l'incapacité. Et encore pour faire plus simple, au plus ce chiffre est élevé, en fait, au plus l'espérance de vie d'une personne est diminuée.
Donc, c'est-à-dire, si vous voyez un chiffre élevé, ce n'est pas bon signe. Alors, vous voyez le top 10 ici en Belgique, et j'ai pris les derniers chiffres en fait aujourd'hui, et qui sont les chiffres de 2019. Si vous voyez en Belgique, en fait, euh, les gens qui ont donc l'espérance de vie la plus diminuée sont les gens en fait qui finalement souffrent de problèmes, comme vous voyez, un cardiaque. Arrivent en seconde position les cancers. Et puis, si vous regardez en fait un peu plus bas, hein, dans ce classement, on retrouve back and neck pain. Donc, vous retrouvez en fait ce qu'on appelle, on aurait pu dire low back pain, and neck pain, c'est-à-dire en fait les lombalgies et les cervicalgies. Et donc, en termes de DALI, ça fait 954 DALI, vous voyez, pour 100 000 personnes. Et donc, clairement, c'est une problématique qui est importante, et donc elle est au centre du projet Nomade que je vais vous développer tout de suite dans la suite. Donc, le projet Nomade, comme je vous disais, est multidisciplinaire, et vous voyez, autour de notre TNMS, ici, on retrouve toute une série, en fait, de spécificités, l'ergonomie, la douleur, l'évaluation, la revalidation, les habitudes de vie, les neurosciences, l'ingénierie, la formation et les aspects psychosociaux. Donc vraiment, on a essayé de couvrir dans ce projet Nomade qui est, comme vous le voyez, un projet Interreg France, Wallonie, Wallonie et donc qui a un financement européen, couvrir ces problématiques. Alors, bon, j'ai aussi un petit lien ici qui vous donne le lien vers le site web si jamais vous êtes intéressé, parce qu'il y a un tas d'informations évidemment qui sont reprises sur le site web, et notamment les liens seront faits avec la conférence de ce soir en ce qui concerne le projet Nomade. Alors, en quelques mots, le défi principal en fait du projet Nomade, c'est d'améliorer la qualité des solutions préventives ou curatives qui sont proposées aux populations dans la zone transfrontalière, donc France, Wallonie, Vlaanderen ici, en réduisant l'écart qui existe entre les connaissances scientifiques qui émanent des laboratoires et les acteurs de terrain qui sont impliqués dans ces fameux troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, il s'agit d'assurer le transfert entre les connaissances et bonnes pratiques cliniques théoriques vers les acteurs de terrain avec pour objectif d'un bénéfice de santé pour les populations, toujours évidemment dans cette zone transfrontalière. La solution qu'on propose en fait pour réduire l'écart qui est entre les laboratoires et la population, c'est de développer un écosystème, et cet écosystème spécialisé dans les troubles neuromusculo-squelettiques, c'est structuré autour de 4 pôles. Alors, on a un pôle d'e-learning, en fait, où il y a une plateforme d'apprentissage en ligne. On a de la recherche et développement, où il y a du développement, on va appeler ça d'intelligent devices, standardisés, d'évaluation et monitoring ou revalidation des populations. On a un pôle d'expertise dans lequel on fait essentiellement les essais cliniques. Donc, ce n'est pas tout développer des choses et de prétendre des choses, c'est de tester aussi effectivement si scientifiquement ce qu'on avance et les développements qui sont faits sont corrects. Et finalement, un pôle de validation qui nous permet en fait de nous mettre finalement, de mettre tous les membres du consortium d'accord pour divulguer l'information, communiquer sur le sujet, et on ne le fait que quand tout le monde est vraiment d'accord. Alors, où en est-on aujourd'hui par rapport à cette problématique multidisciplinaire? Vous voyez que vous avez déjà eu différentes parties de conférences qui ont été présentées. La partie sur la douleur et les neurosciences, vous voyez, par le professeur Rhys de Lumons, qui est au 6 du 10. On a eu également ensuite la partie revalidation et habitudes de vie par le professeur Nathalie Roussel, qui avait conférence au 12 du 10. Le lendemain, il y avait le professeur Tellier de l'université de Picardie, Jules Verne, qui vous avait en fait également présenté les troubles physiques d'origine psychosociale. Et finalement, Fabien et moi-même qui nous allons clôturer ce cycle avec le côté plutôt évaluation et ingénierie
avec pour intitulé « Capteur, ce mouvement est-il déconseillé ?» Voilà. On va vous répondre, on va essayer de vous répondre à ces questions. Tu peux passer la dia, Fabien? Oui, alors en effet, hein, on arrive à la problématique. Finalement, ce titre, vous verrez qu'il est volontairement un peu provocateur. On n'est pas dans une idée de remplacement des médecins humains par la technologie, hein. On est en fait dans une idée assez inéluctable, c'est que, c'est même peut-être un lieu commun de dire ça, c'est que la pratique médicale, ben, elle est en évolution constante, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme idée de la pratique médicale? On pourrait se dire qu'on a une idée de ce qui se passe en noir, là-bas, où en fait on a un patient qui ressent une douleur, disons ça de manière tout à fait générique, qui a une pathologie, quoi, hein, voilà. Ce patient va voir un thérapeute et le thérapeute décide d'un traitement. C'est ce qui se passe de gauche à droite sur ce schéma, c'est la flèche noire. Alors, la technologie a toujours été présente dans la pratique médicale, hein. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on appelle technologie. Les aides techniques, je pense que c'est aussi vieux que l'humanité. Donc, à partir du moment où quelqu'un a décidé, par exemple, de marcher avec une canne, ben voilà, il a trouvé une aide technique pour augmenter sa stabilité. Et on pourrait dire que c'est une technologie, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, depuis essentiellement voilà, les années 90, disons, il y a des technologies qui se sont démocratisées et ces technologies, on appelle ça des capteurs. Alors, le capteur, c'est quoi? On verra ça dans la suite, plus en détail. C'est un dispositif qui peut transformer une information de nature physique, une grandeur physique, en signal électrique. Alors, vous allez me dire, le signal électrique, c'est une grandeur physique aussi, mais l'idée de pouvoir transformer une grandeur mécanique en grandeur électrique, eh bien, c'est simplement que si on transforme en grandeur électrique, on peut s'en servir dans des dispositifs électroniques. Et les développements de l'électronique sont extrêmement rapides, justement, hein, depuis fin du XXe siècle et début XXIe. C'est les bases de données, c'est le traitement informatisé, c'est l'analyse des données quantifiées. Et donc, on peut se dire que dans la pratique médicale au XXIe siècle, on ne fait plus abstraction des technologies, peut-être même que les technologies sont à intégrer dans la pratique médicale. Alors, attention qu'il y a tout l'aspect base de données. Déjà aujourd'hui, sans parler des capteurs, eh bien, à peu près, voilà, n'importe quel thérapeute stocke, que ce soit physiquement sur son disque dur ou sur des bases de données en ligne, tout thérapeute stocke un dossier concernant ses patients. D'accord? Donc ça, cette flèche jaune qui est là entre le thérapeute et les bases de données, elle est déjà bien présente en fait depuis les débuts de l'informatique. Mais l'idée qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est quelle peut être la valeur ajoutée d'inclure des capteurs, d'inclure ces technologies dans la pratique médicale. Alors, donc au niveau du plan, ben voilà ce qu'on propose. On va d'abord parler de la prise en charge classique d'un patient, classique entre guillemets, c'est-à-dire sans capteur, voilà, pour vous expliquer quel genre de processus dynamique ça peut être et finalement comment les technologies pourraient s'insérer dedans. Bien sûr, on va un petit peu détailler ce que sont les capteurs, puisque on n'est pas forcément familier du principe. On en rencontre partout, mais c'est bien aussi d'expliciter ce que c'est. Et c'est tellement vaste, les capteurs, bien sûr, il faut choisir un angle d'attaque. On va parler du capteur plutôt dans la kinésithérapie, qui est la profession préoccupée au premier plan par les troubles neuromusculo-squelettiques dans une perspective d'évaluation ou de rééducation notamment. Une fois qu'on vous aura expliqué le principe, eh bien, on va vous donner quelques applications, en fait, puisque l'idée des technologies, c'est quand même d'ouvrir des possibilités. Et on va vous montrer, au travers d'exemples de la littérature scientifique actuelle,
quelles sont les possibilités qui s'ouvrent finalement avec ces nouvelles technologies. Et on finira sur la problématique des soins en ligne, qui, en fait, en guise de conclusion, sera là pour nous montrer que finalement, les technologies existent, ouvrent des possibilités, mais ce n'est pas parce qu'une technologie existe, finalement, qu'on doit l'accepter ou même qu'on veut l'intégrer. Donc, c'est une réflexion globale sur le sens, finalement, de la technologie dans les pratiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la prise en charge qu'on va considérer ici comme classique d'un patient? Finalement, on a une relation, en fait, comme vous le voyez, qui est la plupart du temps triangulaire ici, avec le patient d'un côté, le soignant ou le thérapeute qui est ici provider, et vous avez surrogate, c'est en fait ce qu'on appelle le substitut. Alors, qui peut être le substitut? Très souvent, on n'est pas seul embarqué dans une prise en charge. On peut par exemple avoir l'épouse ou l'époux du patient. On a éventuellement, ça peut être les parents quand il s'agit d'un enfant. Donc, vous voyez, cette relation en fait triangulaire fait que dans la prise en charge classique, les caractéristiques de ces différentes parties, donc le patient, le soignant et le substitut, en fait, ont certaines caractéristiques. Ils ont un certain âge, ils sont je vais dire, certaines attitudes, certaines valeurs. Et c'est la combinaison de l'ensemble, en fait, qui va faire que, finalement, les décisions et les thérapeutiques et les orientations de la prise en charge vont être ce qu'elles sont, en fait. Parce que, évidemment, imaginons que l'épouse n'est pas d'accord, que le traitement se passe de telle ou telle manière, ça ne se passe pas bien. Et donc, forcément, on n'aura pas d'adhérence du patient à sa prise en charge. Et donc, on sait que ça, c'est voué à l'échec. Donc, autant faire les choses de manière correcte. Et pour avoir une bonne prise en charge, ça se passe de cette manière-là, en ralliant l'ensemble des acteurs. Vous voyez aussi qu'il y a un petit côté environnemental. Et dans l'environnemental, on peut voir certains freins qui sont mis ensemble. Ça peut être, par exemple, en fonction des pays, les lois dans les pays, par exemple, qui interdisent certaines choses ou qui autorisent certaines choses. Et donc, vous ne voyez pas dans l'environnemental, ici, dans cette prise en charge classique, les capteurs, mais en fait, dans une prise en charge plus contemporaine, on aurait pu se dire, tiens, dans l'environnemental, on aurait pu y insérer, en fait, simplement les capteurs, et ce sera un petit peu l'objectif aujourd'hui de vous expliquer comment ils vont s'insérer. Et comme disait très bien Fabien précédemment, on ne vise ici en aucun cas à remplacer quelque chose, on vise simplement à donner une plus-value et rajouter des choses par rapport à ce contexte de prise en charge classique. Tu peux passer la dia, Fabien. Alors, prenons l'exemple, par exemple, d'une lombalgie. Le cas classique, la lombalgie, en fait, c'est simplement une douleur lombaire. Qu'est-ce qui va se passer? Le patient va aller simplement vers, en général, son médecin généraliste, en première intention. Cette consultation chez le médecin généraliste, généralement, va amener un petit peu toujours au même type de traitement, c'est-à-dire une médication antalgique. On va vous donner ce qu'il faut pour ne plus avoir mal. Mais bon, le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Et de toute manière, je vais dire en médecine conventionnelle, le but étant d'essayer de trouver quelque part la cause. Alors, pour essayer de trouver cette cause, on peut associer, on n'est pas obligé d'y associer, mais on peut associer en fait de l'imagerie médicale, qui est considérée aussi quand même comme des technologies relativement nouvelles, qui évoluent elles aussi. Et l'IRM, par exemple, est un bon exemple d'imagerie médicale qui peut être intéressant pour aller plus loin dans cette compréhension de la lombalgie. Dans l'idée de faire une IRM, le médecin, évidemment, essaye de trouver une cause qu'on appelle anatomique, structurelle. Donc, est-ce qu'on voit quelque part sur la radio, sur cette IRM, sur cette imagerie, un problème? Ça peut être un problème discal. Vous avez tous entendu, on voit votre disque qui est ceci, qui est comme ceci, qui est dégénéré. On utilise parfois d'ailleurs des termes qui sont très néfastes parce qu'évidemment, on se pose la question de savoir est-ce que c'est réversible, est-ce que j'aurai tout le temps mal? Vous voyez, donc il y a tout un discours aussi qui peut s'installer et qui peut être néfaste par rapport à ça. Dans la plupart des cas, l'imagerie va montrer des modifications structurelles, mais cette dernière, et ça j'insiste sur ce point,
n'explique pas nécessairement les douleurs ressenties par le patient. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui n'a pas de douleur et en fait, lui faire une IRM et constater qu'en fait, à l'IRM, vous avez des signes d'altération en fait, anatomique. Mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui a de grandes douleurs et si vous lui faites une IRM, finalement, vous ne trouvez de rien de vraiment significatif sur la radio qui explique ces douleurs. Alors ça, c'est déjà une partie de technologie qui s'installe dans le diagnostic, mais au fil du temps, il y a aussi des discours qui changent. Donc si on prend un petit peu les recommandations qui ont évolué avec les années, dans le passé, qu'est-ce qu'on disait? Pour la lombalgie, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez au repos, vous arrêtez de bouger, vous allez voir, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'on dit à l'heure d'aujourd'hui? Donc, vous voyez, c'est médecine est en permanence en évolution. C'est exactement l'inverse. Tout ce qu'on dit pour la lombalgie aujourd'hui, c'est continuer à bouger. Et ça, visiblement, scientifiquement, les preuves vont vers le fait que ce n'est pas du tout néfaste de continuer à bouger, mais que justement, la lombalgie devrait en fait diminuer, la douleur devrait diminuer si vous continuez à bouger. Alors, dans ce contexte évolutif de continuer à bouger, vous comprenez bien que l'évaluation du mouvement et sa quantité qui est produite devient quelque chose d'important. Et donc, à travers la présentation d'aujourd'hui, et là je vais repasser la main, je pense, à Fabien, il va un petit peu nous expliquer quelles sont les modalités qui nous permettent justement d'évaluer le mouvement. Et donc, il va d'abord vous faire un petit récapitulatif sur justement ces capteurs qui sont spécifiques au mouvement. Alors, un premier point, je pense, qui est primordial pour tous ceux qui nous écoutent, et il y a sans doute des praticiens chez nous, c'est que, bien sûr, le premier outil d'évaluation du mouvement, c'est l'œil. C'est l'œil du thérapeute, c'est l'œil du patient aussi, ou l'œil de l'entourage du patient, pour reprendre cette relation triangulaire. Donc, c'est sûr que nous avons tous, à des degrés divers, conscience de ce que c'est qu'un mouvement normal. Et par opposition, je pense que notre œil peut percevoir aussi un mouvement anormal. Plus l'œil est entraîné, ça c'est le regard du thérapeute justement, plus il va pouvoir détecter des anomalies dans le mouvement ou des choses à corriger, proposer des solutions. Donc il est évidemment sûr qu'on n'a pas attendu, heureusement parce que sinon on ne serait pas très loin, on n'a pas attendu la naissance de ces technologies pour évaluer le mouvement. La question, c'est finalement de se dire à quoi l'œil est sensible. Et en fait, l'œil, il est sensible à énormément de choses qui ne sont pas toujours verbalisées, en fait, qui ne sont pas toujours explicitées. On pourra dire oh, j'ai l'impression que là, ton mouvement n'est pas bon. Ou oh, j'ai l'impression que tu as mal parce que ton mouvement est… Et alors, on pourra employer des quantités un peu subjectives. Ton mouvement est saccadé, on dirait que tu n'oses pas bouger. Après, on peut aussi aller un petit peu plus loin et réaliser des examens cliniques assez simples où souvent, on va mesurer l'amplitude du mouvement, par exemple. Donc, je ne sais pas, lever le bras le plus haut possible, fléchir le tronc le plus possible, essayer de toucher le sol avec ses mains, des choses comme ça. Il y a des tas de manœuvres assez simples qu'on peut réaliser qui constituent des tests où finalement, par observation d'un grand nombre de cas, le thérapeute sait quelle est l'amplitude normale, quelle est la distance normale à atteindre. Bon, soit. Mais après, la question qui est posée, c'est de dire, tiens, est-ce que l'œil finalement, peut percevoir toutes les informations de nature cinématique. Donc, je vais employer ce mot-là, cinématique, c'est vraiment la partie de la mécanique qui explore le mouvement. On voit des amplitudes, on voit des positions. Est-ce que l'œil peut détecter correctement des vitesses? Oui, sans doute. On est capable d'évaluer si un mouvement se produit vite ou lentement, disons. Maintenant, associer des chiffres à ça, c'est assez difficile. Donc, ce n'est pas sûr que si vous voyez quelqu'un qui
qui lève le bras, ça soit très simple de dire il a levé le bras avec une vitesse de 5 degrés par seconde ou des choses comme ça. Et que dire d'autres grandeurs, des accélérations, il y a des tas de grandeurs qu'on peut imaginer que l'œil n'est pas apte à détecter. Donc la question, c'est de dire est-ce qu'un moyen technique pourrait nous donner ce genre d'informations? Parce que qui sait si dans ces informations-là que l'œil ne voit pas bien, il n'y a pas des choses pertinentes pour un traitement, pour une évaluation. Alors pour ça, on va utiliser des capteurs dont le principe général, il est là. Hein. Il y a une action physique qu'on fait subir à un corps d'épreuve, quel qu'il soit, et le rôle de ce corps d'épreuve, c'est de transformer l'action physique en signal électrique pour communiquer avec un appareil électronique. Alors, il est évident que ce principe-là, il est très, très général et que vous trouvez des capteurs aujourd'hui absolument partout. Donc, lorsque vous allez à la pompe à essence, il y a des capteurs de débit, ce qui permet de calculer le volume d'essence que vous avez mis dans votre réservoir. Lorsque voilà, vous pensez que vous êtes malade, vous utilisez un thermomètre. Maintenant, on utilise essentiellement des thermomètres électroniques. Eh bien, le corps d'épreuve du thermomètre, c'est la sonde, c'est le petit bout métallique là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si la température de cette sonde change, ses propriétés électriques changent, notamment sa résistance électrique. Et cette variation de résistance électrique est mesurée et peut être convertie en variation de température. C'est comme ça aussi qu'on mesure une température en milieu industriel par ailleurs. Lorsque vous faites sécher votre linge dans la machine prévue à cet effet, l'appareil sait qu'il va arrêter lorsque le taux d'humidité est suffisamment bas. Mais en fait, il y a un capteur d'humidité. Là aussi, l'humidité ambiante influence les propriétés électriques, typiquement la résistance d'un petit corps métallique qui est quelque part dans l'appareil. Et donc, cette information électrique est convertie en humidité. Vous comprenez qu'on peut faire ça avec la plupart des grandeurs, capteurs de pression pour les écrans tactiles notamment, capteurs d'activité musculaire si vous voulez. Il y a de plus en plus de montres connectées qui font ça. Et surtout, en ce qui nous concerne, c'est les capteurs de mouvement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour convertir un mouvement en grandeur traitable sur un ordinateur, disons ça comme ça? Alors, il y a des caméras classiques, bien sûr, il y a des caméras 3D aussi. L'industrie du jeu vidéo, notamment, est envahie de caméras 3D à faible coût. Et nous, ce qui va surtout nous préoccuper, comme exemple de capteur de mouvement, c'est les capteurs inertiels. Alors, appelés aussi IMU. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous toucher quelques mots des capteurs inertiels? Parce que c'est le capteur de mouvement que vous allez rencontrer le plus pour la raison qu'il y en a un dans chaque smartphone a priori. Donc, chaque smartphone, on va dire, qui existe depuis 4-5 ans, intègre un tel capteur inertiel. C'est comme ça que le téléphone sait si vous êtes en mouvement ou pas et peut donc tirer tout un tas d'informations. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un capteur inertiel? On n'a pas le temps ici de voir le principe dans les détails, mais je trouve que c'est intéressant pour la culture de se dire finalement, comment fait-on à mesurer un déplacement avec les principes que j'ai dit? En haut à droite, vous avez un capteur inertiel qui est là. Il ne faut pas imaginer, aujourd'hui, c'est très petit. En fait, le capteur, c'est plus précisément la petite puce noire qui est ici. Donc, c'est très petit. Le dispositif au total, c'est plus petit qu'un petit morceau de chocolat, quoi. Donc, 1 centimètre, 1,5 cm, voilà. C'est pas très cher non plus, en fait. Ce n'est plus très cher. Alors, peut-être que ça va changer parce qu'on a tous entendu parler des pénuries en semi-conducteurs qui frappent l'industrie depuis le Covid. Donc, finalement, peut-être qu'on est en train de se tromper et qu'il y a eu une petite parenthèse pendant laquelle le capteur était un produit démocratique et que ça va redevenir un produit de luxe, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est toujours assez bon marché. Et si vous zoomez très, très fort sur cette puce noire-là, vous voyez ici l'échelle de ceci, c'est 200 micromètres. Donc, c'est 1/5 de millimètre. Donc, toute la photo, voilà, c'est de l'ordre du millimètre.
vous avez un matériau qui est hyper structuré au niveau microscopique et en fait qui est l'analogue d'un ressort. Vous voyez, ceci, c'est en fait, on a structuré le matériau pour qu'il soit déformable comme un ressort. Alors, si cet objet-là est en mouvement, eh bien, en particulier en mouvement de rotation, il va subir des forces, il va subir des accélérations, donc des forces. Et ces petits dispositifs-là vont légèrement se déformer. Et cette déformation va affecter à nouveau les propriétés électriques, la résistance, par exemple, du matériau. Et cette modification d'activité de propriété électrique peut être mesurée. Et donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Il y a un corps déformable et on va transformer une accélération, une rotation en déformation de ce dispositif qui va se traduire elle-même par une modification de propriété électrique. Alors, ce qui est incroyable, on voit toute cette chaîne d'opérations, c'est très indirect en fait, mais c'est extraordinairement précis parce que la précision qu'on peut atteindre sur les propriétés électriques, justement, elle est colossale. Donc, les capteurs inertiels, les IMU, mesurent deux grandeurs en particulier, qui sont la vitesse angulaire et l'accélération du capteur. Donc, l'accélération, c'est la variation de vitesse, à quel point la vitesse change, et la vitesse angulaire, c'est la vitesse de rotation du capteur. Donc, est-ce qu'il tourne sur lui-même ou pas? Il peut aussi mesurer d'autres choses, mais on ne va pas en parler ici. Alors, pour ceux que ça amuse, ce genre de concept, vous pouvez savoir qu'il y a une application gratuite. Ce n'est pas du projet, hein, j'en fais la publicité, mais ce n'est pas relié à notre activité. Il y a une application gratuite qui s'appelle Fifox, qui en fait va chercher les données du capteur inertiel du smartphone et donc qui transforme le smartphone en outil de mesure finalement. Et ça vous permet peut-être de visualiser ce que ça peut produire. Alors, les capteurs existent et de ce fait, eh bien, ça nous suggère un autre parcours, par exemple, pour la kinésithérapie. C'est-à-dire qu'une visite traditionnelle, ben, on peut lui ajouter un traitement avec un capteur. Donc, si le thérapeute pense que le capteur peut fournir une information pertinente, il est tout à fait possible de fixer ce capteur sur le patient, de prendre des mesures. Ces mesures seront stockées sur un ordinateur, une tablette ou dans une base de données et bien sûr analysées par le thérapeute. Donc, on pourrait se dire que c'est une perte de temps pour le thérapeute. Ça dépend. S'il y a de la meilleure information, ça peut être intéressant. Et on peut comprendre immédiatement, on est tous préparés à ces idées avec les confinements successifs, que si cette technologie marche, ça peut peut-être aussi ouvrir des perspectives pour des soins à distance éventuellement. Et ça fait partie aussi de l'intérêt de ce genre d'approche. Alors, vous voyez, on a mis une photo ici, c'est le soir d'aujourd'hui, c'est la première page du soir d'aujourd'hui, où on nous signale qu'il y a une grosse faille de sécurité dans les bases de données. Alors, simplement, c'est important de montrer les possibilités que la technologie ouvre, c'est important aussi de se rendre compte des problèmes potentiels. Un des problèmes potentiels qui n'est pas directement relié au capteur, c'est l'idée qu'on va stocker quelque part des données privées d'un patient. Et que donc, ça, c'est pas, en fait, c'est pas notre spécialité hein, à nous. Je dirais qu'il faut presque être avocat ou juriste pour trancher ce genre de choses, mais il y a le RGPD, hein, le règlement sur la protection des données au niveau européen. Et donc, il est sûr qu'au minimum, toutes ces bases de données, tous ces services en ligne doivent être compatibles avec ça. Maintenant, aucun dispositif n'est parfait. Et c'est vrai qu'on peut de temps en temps se rendre compte qu'il peut y avoir des soucis dans des failles de sécurité dans des bases de données. Ouais, Fab, tu veux que je rajoute encore un petit mot Oui, sur le vas-y, RGPD? n'hésite pas. Donc, ce RGPD, en fait, n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça date déjà de 2016. Et le but, c'est de fournir un cadre harmonisé pour la protection des données. Alors, ça nécessite, en fait, quelque part, le consentement explicite des personnes. Donc, ça, c'est important que ce soit très explicite. Il faut également que les systèmes permettent aux personnes d'avoir un droit à l'effacement des données. Donc, ça, c'est quelque chose d'aussi important.
le droit aussi à la portabilité de ces données, donc c'est-à-dire de pouvoir les transmettre, en tout cas les récupérer sous une forme ou sous une autre. Ici, évidemment, plutôt l'idée de récupérer les données sous format effectivement numérique. Et alors aussi, ce RGPD, qu'est-ce qu'il précise? C'est que des sanctions en fait, pénales sont possibles en cas de non-respect en fait, de ce RGPD. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'important parce qu'il faut protéger la vie privée et d'autre part, il faut que des sanctions soient appliquées si jamais, effectivement, comme on le voit ici, énorme faille de sécurité. Tout doit être fait, évidemment, pour éviter toutes les failles possibles. Voilà, tu peux passer la diaphane. À travers ici quelques exemples, je vais vous montrer un petit peu des choses que soit qui ont été faits en cours de projet nomade, soit qui sont faits par d'autres équipes, mais ça va toujours un petit peu dans le même sens. Et on voit qu'au niveau de la littérature internationale, finalement, les choses convergent. Un travail ici réalisé par l'équipe de la KUL, donc qui participe au projet nomade, où ils ont pu montrer la possibilité, avec un capteur simple, de quelque part soutenir en fait ce qui peut être souhaité en kinésithérapie. Donc, vous voyez au-dessus le dispositif avec un chargeur sans fil, le capteur en lui-même qui est capable ensuite de communiquer, comme vous le voyez en Bluetooth, vers en fait une unité qui est un laptop ici. Et ce que vous voyez, c'est que le capteur, après quelques tests, s'est avéré déjà suffisamment performant, puisque vous voyez qu'à gauche, on demande de faire un mouvement, comme vous voyez, d'arrondir le dos et de creuser le dos. Et vous voyez que le capteur répond bien à ce mouvement spécifique et que finalement, les autres canaux du capteur, dans les autres dimensions, enregistrent très peu de mouvements ou pas de mouvements. Et vous voyez que lors d'un autre exercice, par exemple de rotation, qui avait été fait au niveau de la colonne lombaire en position debout sur le sujet, eh bien, effectivement, on voit qu'il y a de nouveau un canal qui s'allume et qui montre bien les rotations et que les autres canaux montrent peu ou pas de mouvement. Voilà, Fab, tu peux passer. Les avantages de ces systèmes, par exemple, ici, pour le suivi à domicile. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les études les plus anciennes n'étaient pas vraiment centrées sur, on va dire, les patients, mais plutôt ici, dans des visées d'analyse, en fait, ici, de mouvements plus sportifs. Et donc, qu'à domicile, on puisse faire une comparaison entre le mouvement attendu et le mouvement, quelque part, qui est exécuté. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de faire du biofeedback, quelque part. C'est d'avoir, en fait, un modèle à suivre et puis, en fait, d'exécuter le mouvement et de voir les différences qu'il y a entre les deux pour pouvoir conseiller le patient et pouvoir évoluer dans un mouvement qui va plus vers le mouvement qui est attendu. Voilà, tu peux passer, Fab. C'est un domaine, comme on veut vous le faire comprendre, qui est en plein essor. Par exemple, ici, une série, une revue en fait, qui a analysé en fait, des troubles au niveau musculo-squelettiques au niveau de l'épaule. Alors, on voyait que dans ces problématiques d'épaule, il y avait différentes pathologies qui étaient concernées. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le tableau 2, où vous voyez que, en fait, il y a toute une série d'assistances qui sont possibles dans les différents dispositifs qui ont été recensés. Et vous voyez que certains dispositifs font juste des instructions. D'autres dispositifs permettent, comme on le voit, un monitoring, c'est-à-dire quelque part l'affichage, en fait, par exemple, d'un mouvement ou quelque chose comme ça. D'autres permettent une correction, donc c'est ce qu'on expliquait là tantôt, vers un biofeedback, comment améliorer le mouvement. Certains préconisent ou permettent une évaluation. Donc, c'est-à-dire que là, comme Fabien l'expliquait plus tôt dans la présentation, on va essayer de comparer à des normes ou quelque chose qui semble normal. Bon, il y a aussi des informations complémentaires qui sont ajoutées dans certains systèmes. Et ce qui peut aussi être intéressant, c'est un pense-bête, un rappel à l'ordre aussi, de faire ces exercices quand il faut le faire. Et donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi au niveau de la technologie. Alors, en ce qui concerne les aspects de téléréadaptation, comme on appelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir suivre à distance un patient dans sa réadaptation, eh bien, vous voyez que certaines applications le permettent, d'autres applications ne le font pas encore et quelque part planifient à un moment donné l'idée
vouloir le faire dans le futur, et puis d'autres applications ne le prévoient pas du tout. Mais vous voyez, bon, bah ici, hein, c'est un pourcentage. Hein. Donc, vous avez quand même, dans les applications qui avaient été proposées, 36% qui préconisaient, enfin, qui permettaient la téléréadaptation, 13% qui considéraient en tout cas planifier ça, mais il y avait encore 52% qui ne le permettaient pas. Donc voilà, les choses évoluent et voilà, les outils finalement se complexifient et permettent finalement la consultation à distance, en tout cas pour les réadaptateurs. Un exemple aussi, par exemple, où on peut vous montrer qu'il n'est pas, je vais dire, on ne se limite pas nécessairement à n'évaluer que du mouvement, mais ici, on peut aussi aller vers des applications qui sont des applications en double tâche, qui peuvent être intéressantes, en tout cas dans des populations plus âgées, où on vise à avoir une activité cognitive et dans laquelle, après, par un mouvement, on vient répondre à une activité cognitive. Donc, vous voyez la box ici qui vous présente la reconnaissance des mouvements qui est fait et vous pouvez installer ça de votre domicile. Vous avez les différents exercices qui vous sont demandés. Parfois, ce sont des exercices très simples, parfois plus compliqués. Donc, de reconnaître des choses, voir si les choses sont similaires, par exemple, ou différentes, et de répondre par des mouvements de bras. Si, par exemple, c'est similaire, il faut lever le bras gauche. Si c'est différent, par exemple, il faut lever le bras droit. Et on valide comme ça le fait d'avoir une activité physique en même temps que l'activité cognitive qui serait en tout cas selon la littérature, intéressante pour maintenir en fait un bon état de santé général dans les populations plus vieillissantes. Et, Tu peux passer. j'aimerais Ouais. ajouter là-dessus que clairement, une partie du travail à fournir est le suivant, c'est que ce n'est pas parce qu'un prototype existe et montre des résultats prometteurs qu'il est utilisable. Donc, vous pouvez par exemple comparer le dispositif d'analyse du mouvement qui est ici, avec des fils partout. Et visiblement, c'est quelque chose que on ne peut pas proposer en l'état chez Monsieur Tout-le-Monde parce que ça va quand même gêner dans les activités de la vie quotidienne. Et vous pouvez comparer à ce type de dispositif où on est au stade d'une petite boîte accessible dans le salon. Donc en fait, il y a du travail. Nous, on va beaucoup se concentrer sur l'efficacité des dispositifs d'un point de vue scientifique. Maintenant, il y a toujours tout un travail d'acceptabilité de la technologie par l'utilisateur finalement. Il faut que ça soit robuste, il faut que ça soit simple à utiliser. Et ça, ce n'est pas encore le cas de beaucoup de systèmes à l'heure actuelle. Alors, dans le cadre de la réadaptation, bah, ça, c'est des travaux, je vais dire, de notre équipe, où il y a eu un dispositif, hein, comme vous le voyez en haut, qui a été testé, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce qu'on appelle un test d'hydrone laser, vous voyez le sujet a un laser sur la tête et doit pointer dans des cibles qui sont face à lui, à sa droite et à sa gauche. En fait, on a testé en même temps avec un système, on va dire, gold standard de référence de mesure de cinématique, comme expliquait Fabien, la rotation de la tête, avec un système optoélectronique, c'est le petit A en bas à gauche, un système de caméra. Et on a en même temps positionné sur la tête du sujet, vous voyez, un capteur, qui est le capteur d'Ischimod que l'on a validé. Et donc, ce capteur, en fait, on l'a comparé à un gold standard. Et finalement, le gros avantage du capteur, c'est son faible coût par rapport au système électronique, en fait, qui a des prix quand même nettement supérieurs. Et vous voyez dans les deux graphes à côté qu'en fait, on a un tracé cinématique qui est quasi superposable. Si vous voyez une courbe verte et une courbe rouge, non, une bleue, pardon, et une rouge. Et en fait, la différence que l'on a, c'est soit on a le minimum de différence ou en dessous le maximum de différence qu'il y avait entre les deux systèmes. Et ça reste que à peine quelques degrés. Et donc, voilà, on a pu valider ce système comme étant un système, en tout cas, intéressant et qui peut être embarqué, je dirais, plus à domicile, où le patient peut l'utiliser sans risque, évidemment, de quelque part avoir du matériel coûteux avec lui. Et ça fonctionne très, très bien. Voilà. Un exemple d'autres types, vous voyez qu'on peut mesurer des amplitudes. Vous voyez ici, avec deux capteurs, on mesure des amplitudes au niveau de l'épaule. Dans toute une série, vous voyez, de mouvements qui sont proposés.
Et voilà, ici, c'était une étude pilote. Hein, vous voyez, sur le papier 2020, donc relativement récent, et qui montre la faisabilité en fait d'utiliser ce genre de capteur donc, pour l'épaule. Et alors, c'est vrai qu'il faut bien se dire, malgré qu'on cite des exemples explicites, la technologie ne se limite pas au domaine d'application. Donc, allez, si on est ici technologiquement, on est capable d'évaluer le mouvement de l'épaule, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, on peut choisir d'utiliser ça dans cette application-ci. Maintenant, si un ergonome dit, moi, est-ce que je peux avec ça analyser le mouvement d'ouvriers dans telle entreprise? Ben, a priori, oui. C'est-à-dire que quand on peut faire quelque chose, on peut aussi l'appliquer dans toutes les situations où cette mesure est utile, hein. Donc, pour les besoins des études, les auteurs se focalisent sur certains domaines, mais évidemment, la technologie va au-delà du domaine précis. Alors, on en arrive à l'idée de dégager des indicateurs du mouvement. Donc, ce que Fabien expliquait là tantôt, c'est finalement, si on veut aller vers de la réadaptation, du diagnostic et de l'évaluation précise, ce que le thérapeute a besoin de savoir, c'est si le mouvement produit quelque part est normal, s'il est réalisé éventuellement, mais avec des limitations, vous voyez. Et donc ici, ils ont l'idée aussi de faire quoi? Donc, à partir des données extraites, de finalement classifier les choses et de pouvoir finalement dire est-ce que oui ou non c'est normal, est-ce que c'est limité un petit peu ou est-ce que c'est vraiment limité beaucoup. Vous voyez. Et donc ici, il y a trois exemples qui sont faits. Hein, vous avez le short exercise, comme vous voyez, où c'est simplement le sujet vient étendre, comme vous le voyez, le genou. Vous avez un test où on vient lever complètement le membre inférieur qu'on appelle le SLR, pour ceux qui connaissent. Et vous avez encore un autre test où on vient tester en fait la force du quadriceps quelque part en étant capable de maintenir ce qu'on appelle un squat. Vous voyez. Et donc, voilà, le système a la capacité, en fait, ces capteurs ont la capacité finalement, d'identifier quel est le mouvement qui est fait, deux, de voir aussi si le mouvement est fait correctement ou de manière limitée. Oui, merci Fab. C'est beau comme ça maintenant. Ouais, hein. Oui, oui, c'est la touche de peinture, c'est bien. Euh, D'autres idées, une équipe, ici aussi une équipe de nos amis flamands qui nous montre que finalement, avec donc des solutions, hein, vous voyez, il y a peu de capteurs. Je pense qu'ils ont trois capteurs pour mesurer, hein, un capteur au niveau du tronc, un capteur sur le bras et un capteur au niveau du poignet. Ils arrivent avec peu de capteurs et des capteurs relativement à faible coût, vous voyez, identifier euh, et évaluer en fait des mouvements d'épaule hein, qui sont faits par le sujet. Donc voilà, ça renforce encore l'idée. Et bon, ça avait été testé aussi ici dans des problématiques, comme vous voyez de nouveau, des problématiques d'épaule. Il faut dire que l'épaule en cinématique n'est pas la chose la plus facile, donc ça intéresse évidemment les chercheurs d'aller voir si c'est possible de le faire, vous voyez, au niveau de l'épaule. Pour vous montrer qu'on peut généraliser à d'autres mouvements, vous voyez ici deux capteurs qui sont utilisés, soit pour les mouvements lombaires d'un côté, soit pour les mouvements cervicaux. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'aussi la colonne hein, n'est pas épargnée. On peut très bien aller quantifier les choses au niveau hein, de la colonne. Et oui, voilà, ça se généralise, comme disait Fabien, finalement à toute articulation à partir du moment où on positionne ces capteurs hein, correctement et qu'on en met suffisamment que pour capturer hein, le mouvement qu'on a envie d'étudier. Alors, dans le cabinet, c'est aussi, les choses se valident. Vous voyez ici une étude qui a été faite au niveau de l'arthrose du genou. Et on a ici deux capteurs qui sont mis ensemble. On voit que dans des exercices finalement de kinésithérapie, hein, vous voyez avec le ballon et en position debout hein, sur un plan qui déstabilise, eh bien, on sait aussi quelque part là, évaluer si les mouvements faits à distance, hein, par exemple au domicile du patient, sont corrects. Et donc, voilà, ça, c'est une réelle plus-value aussi, je dirais, directement dans le cabinet du kinésithérapeute. Oui, tu en as passé une, Fab, peut-être? Non, je crois que c'est Ah bon. non, c'était bon. Voilà. Alors, pour vous montrer aussi que
dans des activités de la vie quotidienne, par exemple comme la marche, il est tout à fait possible aussi d'utiliser ces capteurs et de finalement d'avoir des très bons résultats qui permettent de calculer, on va dire, de la cinématique, c'est-à-dire le mouvement au niveau, par exemple, du genou, et qu'on a très peu d'écart finalement entre des systèmes qui sont relativement coûteux, de motion capture, comme on appelle, vous voyez, mocap sur le graphe, c'est ça, ce sont des systèmes gold standard avec des caméras, comme on utilise dans l'industrie du cinéma, par exemple, pour reproduire des mouvements et l'amener vers l'animation de personnages. Et donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible. Sur la droite, ça vous montre qu'on est capable de déterminer aussi des instants bien spécifiques dans ce cycle de marche à partir finalement d'une série de capteurs. Et donc, le challenge ici, c'est de montrer que finalement, avec du matériel peu coûteux, on peut arriver à des très bons résultats en termes d'évaluation et d'utilisation, on va dire, pour de la recherche clinique et du matériel technique qui fonctionne très, très bien. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que les petites startups finalement qui s'intéressent à tout ça, une publication que j'ai trouvée qui avait été faite pour des patients, comme vous voyez, avec une arthroplastie de hanche. Et en fait, Philips apparemment avait mis au point, ou a mis au point, je ne sais pas s'il est toujours existant ce système, mais une publication de 2019 qui montre que voilà, Philips avait proposé un système qui se met autour du cou et qui permettait en fait finalement d'avoir une bonne idée de la quantité de mouvements qui avait été fait par les patients suite à arthroplastie totale de hanche. Alors, là, on vous a finalement donné beaucoup d'exemples reliés vraiment au TMS, aux troubles musculo-squelettiques. Et on peut toujours se poser la question, bon, ok, j'ai bien compris qu'on a des dispositifs qui permettent finalement d'évaluer un mouvement de manière assez autonome, sans imposer une présence physique simultanée du thérapeute et du patient. Vous pourriez dire, oui, mais moi, ça ne me plaît pas tellement parce qu'en fait, j'aime bien voir mon thérapeute, ok. Mais après, on peut imaginer des situations où maintenir quelqu'un tout seul, c'est finalement ça le but. Alors, on peut prendre la problématique du vieillissement global de la population. Alors, le but, c'est que la personne âgée puisse rester autonome seule. Maintenant, le problème, c'est que la diminution des capacités associées au vieillissement engendre une augmentation importante du risque de chute chez les populations âgées. Et en fait, les chutes chez les personnes âgées, c'est une des principales causes de mortalité, en fait, que ce soit direct ou indirect, parce que la chute peut engendrer d'autres problèmes qui ensuite se compliquent et c'est donc une cause de mortalité assez sérieuse. On comprend donc que si on veut maintenir quelqu'un autonome, ben, c'est quand même important de pouvoir aussi prédire le risque de chute. Et c'est pour vous montrer que ce genre de méthode, ce genre de technique peut finalement s'appliquer pour étudier ce type de problématique. Alors, toujours dans l'idée directrice de cette présentation, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire classiquement pour évaluer le risque de chute. Il y a par exemple un test qui s'appelle le Time Up and Go, assez simple, où on demande à un patient donc assis sur une chaise de se lever, de marcher 3 mètres, faire demi-tour et revenir se rasseoir. Eh bien, la littérature scientifique montre que ce test très simple à mettre en œuvre est finalement un bon prédicteur de la stabilité d'un patient, de son équilibre en fait. Il y a des seuils qui existent, par exemple 14 secondes, généralement, on considère que dans la littérature, si quelqu'un met plus que 14 secondes pour faire ça, eh bien, il a peut-être quelques soucis au niveau de sa stabilité et du risque de chute. Alors, c'est une épreuve assez simple, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se cachent là-dedans. Il y a l'idée de se lever, l'idée de marcher, l'idée de faire demi-tour, et on n'en mesure que le temps. Donc, la question, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas plus d'informations intéressantes que ça dans ce test? Et donc, la première idée, c'est de mettre un capteur sur un patient pour essayer de recueillir toute l'information durant le test. Alors, ce qu'on a voulu voir avec l'équipe, on s'est posé la question, si on enregistre les performances de patients en maison de repos à un certain instant, on enregistre toute
les caractéristiques cinématiques de leur trajectoire pendant le time-up and go. On revient 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, on demande au personnel de la maison de repos si ces patients sont tombés ou pas. Est-ce qu'ils ont fait des chutes? Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait, avec les données 6 mois avant, prédire l'idée qu'ils aient fait une chute dans les 6 mois après la mesure? Donc, vous voyez, la question, c'est est-ce que ce test peut mener à un risque, à une prédiction intéressante du risque de chute? Alors, tout ça, c'est une problématique qui dépasse le simple capteur parce qu'il faut traiter des données. Quand on disait classification, on ne va pas entrer dans les détails, mais l'idée, elle est là. Vous avez ici toute une masse de données fournies par le capteur, énormément. On va essayer de réduire ces données à quelques variables pertinentes et évaluer les variables les plus pertinentes pour se corréler au risque de chute. Et donc, en fait, il y a des modèles statistiques qui peuvent être mis en œuvre et on a réussi à identifier quelques paramètres dans le mouvement. Ce sont des paramètres qui vont au-delà du temps de parcours. Donc, il y a des paramètres qui sont reliés à la vitesse du patient quand il marche et quand il fait demi-tour, qui sont en fait des bons prédicteurs de la probabilité de chuter dans les 6 mois. Alors, on a donc réussi à faire un outil. Et donc, sur le papier, disons qu'on a une technique où on dit, on va faire passer un examen clinique simple à un patient. Et quelque part, ça nous donne un indicateur. On n'a jamais une prédiction avec certitude, mais le capteur pourrait nous dire, vous voyez, attention, il y a quelques paramètres dans la marche qui disent qu'il faut faire attention à l'équilibre de cette personne. Ou alors, il y a aussi un avis rassurant. L'algorithme peut dire, tiens, je pense que pour le moment, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, ce ne sont pas encore des solutions miracles parce qu'on est encore dans la littérature, dans la recherche sur ce sujet. Mais il faut quand même signaler que ces technologies apportent des outils qui sont accessibles parce que, comme on vous le disait, il y a ça dans tous les smartphones maintenant, et qui sont complémentaires du thérapeute, c'est-à-dire qui vont marcher dans des situations où la personne n'est pas avec son thérapeute. On peut toujours imaginer de faire ce test en autonomie. Donc ça, c'est un exemple plutôt positif par rapport à ça. Donc, quand on revient sur notre sujet, je pense que on sera d'accord pour dire, en effet, la pratique médicale est en évolution et en évolution majeure, puisque toutes ces techniques amènent à reconsidérer finalement le rapport des thérapeutes, du patient, parce que dans le schéma classique triangulaire, il y a clairement un quatrième acteur qui vient maintenant, c'est le capteur et la collecte de données. Alors, il y a beaucoup de mythes ou de fantasmes peut-être associés à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On n'en a pas parlé ici. En fait, il y a deux façons de voir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en utilise toujours dans les recherches en la matière, d'une certaine manière, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est l'interprétation A qui est ici. Ça désigne un ensemble de techniques qui permettent de classer des signaux provenant de capteurs. Simplement, c'est des techniques très, très perfectionnées pour répondre à des questions du type est-ce que la personne d'où viennent ces données est pathologique ou est en bonne santé? Est-ce que la personne d'où viennent ces données possède une lombalgie ou pas? Donc, en fait, c'est finalement pour nous, dans notre utilisation et dans, je dirais, 90% de la recherche, c'est un complément des méthodes statistiques habituelles, disons. Voilà. Maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est des méthodes qui sont très performantes, mais avec un très, très grand nombre de données. Donc, on a tendance à croire que ça répond à tout. Bon, ça répond peut-être à tout si on lui donne suffisamment de données. Dans l'étude que je vous citais là juste avant, on a réuni 90 personnes. C'est beaucoup pour ce type d'étude où il est courant de voir des échantillons de 20-30 personnes, mais c'est rien du tout pour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est
quand même des milliers de données sont souhaitées. Donc, c'est des techniques extrêmement performantes, mais qui demandent beaucoup d'entrée, si vous voulez, beaucoup de matière au départ. Alors, pour nous, quand nous en parlons ici, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une sorte de médecin robot comme on peut voir dans des films de science-fiction, hein, bien sûr. Parce que est-ce qu'on souhaite aller vers des médecins robotiques? Ça, ce n'est pas un débat technique, hein, c'est un débat éthique de toute façon. C'est vraiment une question de jusqu'où on veut aller avec la technique, jusqu'où on veut mettre des gens au chômage aussi, hein, parce que ça se cache là derrière. Et ça, ce n'est pas du tout souhaitable. Là où je dirais que l'interface homme-robot est peut-être la plus marquée à l'ordre aujourd'hui, c'est dans l'imagerie médicale, où en fait on se rend compte que l'intelligence artificielle détecte mieux les tumeurs, même celles à des stades très précoces, détecte mieux les tumeurs que le radiologue. Et à partir du moment où on sait ça, c'est vrai que c'est un peu troublant, mais d'une certaine manière, c'est plutôt la machine qui prend les décisions. C'est-à-dire que le radiologue va soumettre les clichés à l'intelligence artificielle qui va lui pointer les endroits où elle détecte des tumeurs. Et bien sûr, la décision reste in fine à l'humain. C'est un des critères pour une bonne utilisation de l'intelligence artificielle, sans doute, c'est que l'humain reste maître de la décision. Mais néanmoins, les statistiques montrent que dans le domaine de la radio, la détection est plus efficace. Ça, c'est un exemple, hein, on ne sera pas très long, mais c'est pour ça qu'on utilise l'intelligence artificielle. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, à la limite, ce n'est pas grave. Je vous dis, c'est le tracé d'une des composantes de l'accélération au cours du temps pour des gens qui fléchissent le tronc et qui se relèvent. Les tracés verts, c'est les tracés qui viennent de patients en bonne santé. Les tracés rouges, c'est les tracés qui viennent de patients lombalgiques. Ben, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que je peux trouver? Est-ce que la machine peut trouver un critère pour décider? Voilà. Est-ce que la machine peut reconnaître un tracé lombalgique d'un tracé en bonne santé sur cette base-là? Et en fait, l'intelligence artificielle et toutes ces techniques d'analyse, c'est finalement, quand je vous disais, le premier outil, c'est le regard, ben c'est ça. Si je vous demande qu'est-ce qui différencie le tracé rouge du tracé vert, vous allez me dire, ah, les gens rouges, majoritairement, ils ont cette bosse en bas là qui n'est pas là chez les verts. Puis il y en a qui vont dire, oui, mais minute, pas tous. Il y en a qui ont une bosse plutôt en haut là. Ah, donc une personne pathologique, c'est une personne qui a soit une bosse en haut comme ça, soit une bosse en bas. Ah oui, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ah oui, mais peut-être que ceux qui ne l'ont pas, ils ont une anomalie plutôt ici. Mais voilà, si vous faites ça, vous faites finalement de l'analyse du mouvement. Simplement, vous ne regardez plus le mouvement physique, mais vous regardez le mouvement traduit par un capteur. Et si vous donnez ça à de l'intelligence artificielle, ben, elle fera le travail pour vous en quelque sorte. Elle trouvera elle-même des indicateurs pertinents qui prédisent la pathologie. Donc, c'est là où ça va venir jouer. Alors, on arrive tout doucement à la conclusion de notre exposé et on voulait vous mentionner le résultat d'une étude qu'on a réalisée récemment. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est une façon aussi de se souvenir, la liberté, elle est toujours chez l'utilisateur. Et là, on vient de vivre plusieurs confinements. On vient de vous prouver de manière claire que des techniques de soins à distance sont possibles. Et à un moment, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que finalement, je ne sais pas, ça serait intéressant même dans la discussion, s'il y en a parmi vous qui ont reçu des soins en ligne, ben, ça serait intéressant qu'ils se manifestent. Parce qu'on s'est dit, mais finalement, on a l'impression qu'aucun thérapeute ne tente les soins en ligne, malgré que ça soit possible. Les moyens sont disponibles, il y a une littérature scientifique qui montre que ça peut marcher. Et donc, nous, on a fait une sorte de questionnaire, un sondage, en fait, en février-mars 2021. On était en plein, je pense, deuxième vague en Belgique, mais je n'ai plus exactement la situation en tête. Et on a fait un questionnaire diffusé en Belgique et en France. Et les résultats nous ont semblé intéressants parce qu'une première question, c'est TR pour télé-réadaptation, les soins en ligne.
on a demandé aux personnes, est-ce que vous avez déjà eu recours à la téléréadaptation? 82% disent non. Donc, ça veut dire que dans les patients ou les thérapeutes confrontés au TMS, 80% n'ont jamais tenté, malgré les confinements successifs. Est-ce que le problème, c'est que les patients ou les thérapeutes se disent « moi, je suis nul avec l'informatique, je ne vais pas essayer ». Ben non. À la question, à l'item, je pense qu'il me serait difficile de maîtriser un des outils nécessaires. Vous voyez que 80 et 70% des thérapeutes et patients répondent qu'il ne leur serait pas difficile de maîtriser les outils. Donc, le problème n'est pas la maîtrise de l'outil. Le problème, c'est juste que les thérapies à distance ne cadrent pas avec la représentation du métier, ne cadrent pas avec l'idée que les thérapeutes et les patients se font d'un traitement efficace. Vous voyez ici, je pense que la téléréadaptation pourrait améliorer l'efficacité du traitement de mon patient. 60% des thérapeutes ne sont pas d'accord, alors que la plupart n'ont pas essayé. Donc, ça veut dire qu'a priori, on sait que cette technique, ça ne va pas aller. À l'avenir, j'ai l'intention d'utiliser ces techniques. 50% des thérapeutes disent non. Vous remarquez de manière intéressante que les patients sont beaucoup plus pragmatiques. Il y en a plus qui se disent pourquoi pas, sans doute parce qu'ils ont une image moins nette de ce que c'est que le thérapeute et que ces thérapies, et peut-être aussi que des aspects comme gagner du temps dans les trajets et ne pas être confronté à beaucoup de monde dans une salle d'attente ont joué un rôle au moment du Covid. Ça c'est sûr. Mais vous voyez que c'est un petit peu une moralité de l'histoire, c'est que si on veut, on a des techniques, si on pense que c'est efficace, mais quelque part, il y a aussi tout un travail d'éducation à fournir parce qu'on n'est pas obligé d'accepter une technique et donc on devrait collectivement dire voilà ces techniques, est-ce qu'on pense que c'est une bonne chose ou pas et finalement décider avec toutes les parties prenantes. Hein. La décision peut être non aussi. Je te laisse faire le commentaire de conclusion. Merci Fabien, quel honneur de conclure. Alors, en conclusion, le tiercé gagnant de la chaîne de mesure est la combinaison capteur plus technique d'analyse plus stockage de données. La technologie est accessible et bon marché. La porte est ouverte vers de nouvelles sources d'informations. Il est utile, elle pourrait être utile notamment dans la prévention des troubles et des maladies. Des techniques particulièrement adaptées pour un suivi évidemment à domicile ou à distance. Alors, en ce qui concerne l'acceptabilité dont Fabien vient de parler, nous pensons, nous, qu'un changement actuellement est nécessaire dans la façon d'aborder quelque part la médecine ou la prise en charge des patients. Souhaite-t-on opérer ce changement? Voilà, c'est une question qu'on pose. Les points de vue en fait, du thérapeute et du patient peuvent être totalement différents et pourquoi pas, mais je pense qu'il y a un réel manque, en fait, nous pensons qu'il y a un réel manque d'éducation aux avantages et inconvénients en fait, de ces techniques. Quand on pense aux avantages, ils sont assez évidents. Hein. Nous avons la capacité d'avoir des mesures quelque part quantitatives et un gain de temps. Les inconvénients sont plutôt liés à l'utilisation frauduleuse des données, au respect de la vie privée, un petit peu comme on a abordé au cours de cette présentation. Alors, pour en finir avec cette présentation, je me permets de revenir sur le titre de notre présentation. Capteur, ce mouvement est-il déconseillé? Alors, j'espère que vous aurez compris que ce n'est pas le capteur qui va décider de conseiller ou de déconseiller un mouvement, mais bien le thérapeute qui, sur une base quantifiée, pourra se prononcer en faveur ou défaveur de l'exécution d'un mouvement. Le capteur est un outil complémentaire qui est à disposition du thérapeute pour l'aider dans son diagnostic et dans le suivi des patients. De plus, l'intelligence artificielle et en particulier ce qu'on appelle le machine learning est un outil indissociable au capteur et qui renforce l'analyse des données collectées par les capteurs. Merci de votre attention. Merci. Alors, je n'arrive toujours pas à voir s'il y a des questions.
Attends, je vais regarder dans le chat. Oui, Nothing chez moi. ici. Ah, Nathalie qui nous encourage. Bravo. Merci, Merci merci. Nathalie. Ah, c'était très clair. Voilà. Ah, Ouais, je ne peux pas tout commenter. Est-ce que vous avez des questions? On est dans le timing, hein, Fab? tout à fait. Et là, et donc, puisque d'autres orateurs sont en ligne et demandent où est le chocolat, mais bien sûr, à la prochaine réunion, il y aura du chocolat hein, pour tous les orateurs, c'est évident. Ah, on est remercié, Fabien. Merci pour Avec l'exposé. plaisir. Avez-vous des études sur l'utilisation de capteurs, je suppose, couplés à des caméras sur appareils mobiles? Question d'Antoine. Merci, Antoine. Moi, pas à ma connaissance, parce que on couplait à des caméras sur appareil mobile. Est-ce qu'on peut détailler la question? Donc, une caméra externe ou non, filmée avec la caméra du smartphone, par exemple? Donc, je pose la question car Apple présente toujours ses nouveaux appareils mobiles par l'analyse du mouvement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ah oui, 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 mais oui, c'est parce que en fait, sur les nouveaux modèles, il y a, si je ne me trompe pas, LIDAR, il y a en entre fait autres. plusieurs objectifs. Oui, 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 mais oui, c'est ça. En fait, l'enjeu technologique, c'est de percevoir le relief avec les caméras des nouveaux appareils. Et oui, oui, en effet, donc l'histoire, c'est qu'il y a une caméra, mais il faut une troisième information pour avoir, la caméra enregistre une vision à deux dimensions, et il faut une troisième information pour percevoir la profondeur. Alors LIDAR, oui, LIDAR, radar, c'est la même technologie. C'est c'est ce qui est déjà mis en œuvre, je crois, dans l'industrie du jeu vidéo avec les caméras 3D comme la Kinect. Souvent, la troisième information, c'est une caméra infrarouge, en fait, qui envoie un signal infrarouge. Le signal infrarouge se réfléchit et, en fait, sur base du temps que met le signal pour revenir, hein, ça c'est vraiment le principe du radar, on déduit la distance, on déduit la profondeur. Donc, on couple l'image 2D avec, à chaque pixel, on va dire, une information sur la profondeur. Et ça ça reconstruit le relief. Maintenant, je me demande si les nouveaux appareils Apple n'ont pas carrément deux caméras séparées. Parce qu'une autre façon d'interpréter le relief, c'est aussi de filmer avec deux caméras traditionnelles, puisque la différence de vision entre les deux caméras, ça simule la différence entre les deux yeux. C'est ça qui génère l'impression de relief. Et donc, certainement avec deux caméras optiques et une intelligence artificielle, il est possible d'évaluer la profondeur aussi. Ouais. Bah oui, voilà, c'est ça, hein. C'est ça. Oui. Mais vas-y. Dans quel délai, Fab, ce type de technologie pourrait se généraliser? Mais ça, c'est compliqué parce que c'est en fait ce qu'on a vu, c'est que les technologies sont là dans le laboratoire. Je pense que il faudrait vraiment connaître les programmes industriels des des grandes marques finalement, hein. Donc c'est ça une bonne remarque de Nathalie. Dans la modélisation 3D, dans l'architecture, c'est déjà fait. Il y a quand même pas mal de détecteurs de chute pour les personnes âgées qui existent déjà hein, sous la forme de petits colliers quand même. Donc ça, je crois que ça a toujours été une des priorités, c'est surveillance des personnes âgées. Euh, Maintenant, au niveau des équipements, bah,
c'est pas évident de prédire quand est-ce que ça deviendrait des utilisations massives. En fait, aujourd'hui même, il y a déjà des choses qui sont faites pour les sportifs. Aujourd'hui, les coureurs, ils ont des applications qui enregistrent à peu près tout sur leurs courses. Personnellement, d'ailleurs, je trouve même que 90% de cette information n'est pas utile, mais visiblement, le sport stimule beaucoup. Donc, voilà, les fournisseurs Apple, Samsung ont déjà plein d'applications qui fait un monitoring des performances sportives des coureurs. Quand je dis que ce n'est pas utile, ben, simplement, mon impression, c'est que énormément des utilisateurs, finalement, n'ont pas suffisamment appris à décoder cette information et ce qu'elle peut dire. Donc, on revient sur la problématique de l'éducation. Mais donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, toute personne qui a un smartphone peut potentiellement bénéficier de ces technologies. Il manque juste des applications qui soient ciblées sur les TMS ou des choses comme ça. Et ça, comme c'est quand même, bah voilà, c'est quelque chose un marché de niche, disons, mais pas tant que ça, puis vu le nombre de gens. Donc, moi, je pense qu'en fait, ça peut aller très vite puisque les technologies sont là. Il suffit que un, un fournisseur d'applications suffisamment important décide de développer une application. Mais je n'ai pas Ouais. connaissance. Fab, peut-être ce qu'on peut rajouter aussi, c'est, je pense que le plus grand challenge qui arrive pour l'instant, et là je parle de manière très générale, ce n'est pas que centré sur les troubles neuromusculo-squelettiques, mais sur, je dirais, sur toutes les pathologies, et en particulier certaines pathologies chroniques ou métaboliques, c'est que je pense qu'il y a maintenant la possibilité de stocker suffisamment d'informations dans les clouds que pour faire tourner, comme tu disais, sur des bases de données suffisamment importantes, de l'intelligence artificielle et de leur faire apprendre, je dirais, dans le décours et dans le parcours de ce patient, hein, qui à un moment donné va devenir malade. Et quand je dis à un moment donné, c'est dans l'idée de peut-on prévenir finalement? Peut-on avoir déjà des indicateurs avant la maladie? Et si on arrive à ça, ben, je pense que là, on tient vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que la meilleure chose, finalement, c'est de ne pas tomber malade. Et c'est ça probablement. Si la technologie nous aide à ça, alors elle a tout son sens. Et le En fait, monitoring est c'est, important. c'est- c'est une logique qui est déjà présente pour les machines finalement. C'est tout le concept qu'on appelle maintenance prédictive. Oui, On oui. connaît bien ça sur Mons, hein. On a la société Icar qui est spécialiste là-dedans. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on fait déjà pour les gros moteurs, essayer grâce aux capteurs de prédire que là, ils vont tomber en panne. Ou tout bêtement, les capteurs de pression sur les pneus de voiture qui vous disent, et il me semble que là, le pneu est dégonflé. Ça, c'est de la maintenance. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un pneu gonflé ou dégonflé, c'est extrêmement simple. L'état de santé maintenant ben, d'un patient, c'est la même philosophie, hein, c'est une sorte de maintenance, sauf que les indicateurs pour décider si la santé est bonne ou pas bonne sont infiniment plus complexes que la pression d'un pneu ou la symétrie, le roulement d'un moteur, quoi. Donc c'est ça, le temps, c'est finalement ça. Mais c'est aussi la beauté de la chose, parce que c'est ce qui fait qu'on n'aura jamais, je pense, de machine miracle qui dit vous êtes en bonne santé ou pas. Le fantasme en la matière, on peut revoir le film Bienvenue à Gattaca, où sur base d'un échantillon de sang à la naissance, on peut dire aux gens quand ils seront malades et à quel âge ils vont mourir. Mais ça, voilà, ça serait triste finalement. Ok, mais Ça a l'air calme. merci à tous.